les débats, les situations qu'on a tous les ans dans toutes les franchises où un gros joueur veut renégocier son gros contrat, il estime qu'il veut tant, il voit combien les autres sont payés ailleurs. Donc voilà, après, il y a aussi les jeux d'agents qui rentrent dans le circuit et qui parasitent pour moi beaucoup la situation. Donc il a pas fait le premier match. C'est là, comme tu dis, où on perd avec l'absence de Kelsey et puis où on perd aussi juste sur un pick six des Lions. Hein, c'est même pas une erreur défensive. Hein. Après, sans minimiser la prestation des Lions, hein, ils ont totalement bien joué. Ils méritent leur victoire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette deuxième partie de semaine, ce jeudi, pour parler, comme d'habitude, d'un débat autour de l'actualité de la NFL. Alors, on a fait les Bears il y a 2 semaines comme équipe, comme focus d'équipe. Cette semaine, on a décidé de s'intéresser aux Chiefs de Kansas City. Comment nous est venue cette idée ? Tout simplement parce que notre cher Charles, notre patron, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il disait que les Chiefs ne seraient pas au Super Bowl cette année. Il donnait tout un tas d'arguments dont nous aurons l'occasion de reparler. Et notre cher ami Hugo, qui est notre invité aujourd'hui, avait réagi sur les réseaux sociaux en disant que ces arguments n'étaient peut-être pas les meilleurs. Donc on est là pour en discuter. Il est avec nous. Hugues, salut, comment tu vas ? Salut les gars, merci de l'invitation, ça va très bien. Bon bilan pour l'instant, donc très content d'être avec vous et de pouvoir répondre aux arguments de Charles. Voilà, et aux arguments de Seb et de Bertrand qui sont là aussi. Seb, comment ça va ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Écoute, ça va, je me remets de ma petite défaite, voilà c'est le petit moral. Hein. Je me couche à 20h30 le soir avec une petite tisane, j'en suis là, mais bon, on va rebondir, Oui, oui, ça va bien se bon passer. Dieu. Bertrand, lui, il rebondira plus, mais c'est pas grave. On est habitué. Salut mon Bertrand, comment ça va ? Bonsoir à tous, bonsoir les free agents qui ne sont plus free agents depuis qu'ils nous ont rejoints. Eh ben ça va, content de parler d'une franchise qui gagne avec un invité hyper sympathique. Donc on va justement pouvoir parler des Chiefs, débattre sur le sujet. Et pour une fois, ça va me changer une équipe qui gagne, c'est clair. Alors, pour parler de cette équipe qui gagne, on est donc avec Hugues. Juste avant qu'on commence ce podcast, Hugues, 1 minute d'auto-promo. Est-ce que tu peux nous parler, parce que vous faites un autre podcast avec des amis fans des Chiefs, est-ce que tu peux nous en parler juste une petite minute ? Alors oui, avec du coup mes amis Emilien, Johan et Clément, on a un nouveau podcast depuis ce début de saison. Début de saison. L'année dernière, on a eu un petit couac avec un ancien membre. Du coup, on a décidé de voler de nos propres ailes. Et on continue le podcast avec notamment Emilien qui habite à Kansas City, à côté, qui va, quand il peut, voir les matchs. Donc, du coup, on a un ressenti plus local. Et puis, avec Johan, qui est plutôt connu sur les réseaux, notamment avec toutes ses connaissances en draft et college football. Donc, voilà, on s'amuse, parce que c'est vraiment un plaisir. On s'amuse vraiment à débattre de nos Chiefs. Et tu peux nous donner le nom du podcast ? Alors, le podcast s'appelle How About the Chiefs. Donc, ça vient de la fameuse phrase que sort Andy Reid dans les vestiaires, le cri de guerre d'Andy Reid après les victoires. Très bien. Et vous les retrouvez, je suppose, sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Peut-être Apple les Podcast, Spotify. Pardon, Bertrand ? peut-être épeler le nom Oui, du podcast pour on mettra, ceux de qui toute façon, on feraient mettra le vraiment la lien. bonne recherche, quoi. On va mettre le lien du podcast sous l'article, je pense. Ah Il y bah aura aucun formidable. souci, il y aura aucun souci là-dessus pour que vous puissiez retrouver Hugues et ses copains. Et n'hésitez pas à aller écouter leur podcast sur les Chiefs de Kansas City. C'est toutes les semaines, hein, c'est ça ? C'est ça, toutes les semaines, on fait une preview, review du match précédent et preview du match à venir. Ok, et ben c'est parfait. Alors nous, on va parler des Chiefs de Kansas City, donc pendant ces 3 quarts d'heure, 1 heure. Alors, on a posé une petite question sur les réseaux sociaux tout à l'heure pour faire participer tous ceux qui nous écoutent. La question était simple, comment jugez-vous le début de saison des Chiefs ? Parce qu'on a quand même un début de saison. Au niveau comptable, on peut difficilement faire mieux. Il y a ce petit couac contre les Lions de Détroit lors du premier match de la saison, mais sinon c'est quand même 5 victoires, 1 défaite. Beaucoup d'entre nous
je parle pas à toi Seb, aimerait être au même niveau de victoire après 6 matchs cette saison. Ils sont en tête de l'AFC. Jusque-là, rien de très compliqué. Pourtant, on a l'impression que les Chiefs donnent pas la pleine puissance de ce qu'ils pourraient depuis le début de saison. Donc, on a posé la question, comment jugez-vous le début de saison des Chiefs sur les réseaux sociaux? Et c'est un petit peu cette idée qui revient. On a du poussif, du moins dominant que d'habitude, une machine qui roule, mais qui pourrait faire encore mieux. Toi, Hugues, comment tu vois ce début de saison des Chiefs? Comment tu le qualifierais? Alors, en termes de bilan, il est très bon. C'est comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à notre place. Après, si on compare par rapport à l'an dernier, on est à une victoire de plus par rapport à la saison dernière, où on avait fait une deuxième défaite contre les Bills. Après, pour ceux qui suivent les Chiefs depuis un petit moment, il faut savoir qu'en fait, les débuts de saison des Chiefs sont toujours comment dire, un peu poussif dans le sens où on sent que Andy Reid et tous les coachs essaient de nouvelles choses, donc avec les nouveaux joueurs. Et on a aussi, de ce qu'on disait avec l'équipe du podcast, c'est que ça monte en puissance jusqu'au playoff. En général, jusqu'à la bye week, c'est un peu poussif. Après le retour de bye, ça commence à monter et au fait, les cahiers de jeu s'élargissent. Au fait, on a vraiment l'impression depuis plusieurs saisons qu'on sort pas tous les jeux possibles, et notamment contre les Broncos, où on les rejoue dans 2 semaines. Donc du coup, pas sortir non plus tout le cahier de jeu pour les adversaires. Et c'est notre ressenti, c'est aussi mon ressenti, dans le sens où Mahomes et puis les Chiefs ont tendance à monter en pression tout doucement pour être vraiment opérationnel au moment des playoffs. Bertrand, toi aussi, même sentiment sur ce début de saison des Chiefs. Un bilan excellent, mais encore des améliorations à venir. Là, je rejoins parfaitement Hugues sur le côté. On aimerait tous avoir le même bilan, malgré peut-être une prestation qui n'est pas éclatante, comme certaines autres franchises, comme peut-être les Dolphins. En soi, sur le début de saison des Chiefs, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est une franchise très intelligente dans sa manière d'aborder les choses et la saison. Il est fort possible, comme le dit Hugues, qu'ils ne mettent pas toutes leurs œufs dans le même panier d'office d'emblée dès le départ, en montrant tout leur jeu offensif et tout leur playbook par rapport aux différentes rencontres qu'il va y avoir durant la saison. Ça, c'est certain. Après, ce qui est sûr, c'est que je faisais un comparatif aussi sur les 6 premiers matchs, comme les 6 premiers matchs de l'année dernière. On est à peu près sur la même tendance, à part que, alors bien sûr, on peut être tatillon sur les scores, à part qu'effectivement, il y a un peu moins de points qui sont marqués. Bon, je pense que sur les détails, on va y venir sur le reste de l'émission, vraiment chaque élément de la franchise. Mais en soi, pour le moment, moi, je ne tirerai pas la sonnette d'alarme. C'est simplement, peut-être il y a un élément, mais ça, on va en parler après dans l'émission, sur lequel je pense c'est ça un peu qui fait la différence cette année. Mais ça, on en parlera après. Seb, toi, un mot pour qualifier ce début de saison de Kansas City? J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'ont dit Hugues et Bertrand. 5 victoires de suite, tête de poule, 2 victoires d'avance sur le deuxième. Ils sont bien installés. Effectivement, la saison dernière, ils étaient à peu près sur le même bilan, ce que je crois que, si ma mémoire est bonne, l'année dernière, ils étaient en bail en semaine 8 et qu'à ce moment-là, leur bilan était de 5-2. Donc, pas grand-chose à dire sur le bilan lui-même. L'impression visuelle, oui, en effet, ça donne l'impression d'une équipe qui est peut-être pas à plein potentiel, ou du moins d'un moteur 4 cylindres qui fonctionnerait peut-être sur 3. On va entrer un peu plus dans le détail. Je pense que la vérité est un peu plus nuancée que ça. Très bien. Alors, on va commencer peut-être par le point le plus positif, et c'est ce qui est ressorti dans vos avis sur la question sur les réseaux sociaux. Peut-être l'un des points surprenants, mais agréablement positifs, c'est la défense des Chiefs de Kansas City. Cette défense qui apparaît comme excellente aux yeux de beaucoup. Alors, je donne juste quelques petits chiffres. En nombre de points encaissés, c'est la deuxième meilleure défense de cette saison 2023, de ce début de saison 2023. C'est aussi l'équipe qui a le moins concédé de touchdowns à la course de toute cette saison 2023.
Est-ce que toi, Hugues, ça te surprend d'avoir une aussi bonne défense, entre guillemets, chez les Chiefs, quand on sait, par exemple, si on prend les statistiques, que l'an dernier, en nombre de points encaissés, c'était la 11e défense, la 16e, pardon, 16e défense l'an dernier, 8e en 2021, 10e en 2020, et en nombre de yards concédés, ils n'ont jamais été dans le top 10 depuis la saison 2015. Est-ce que ça te surprend, toi, d'avoir une défense aussi imperméable? Alors, surpris, oui et non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, oui, surpris dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'avec Andy Reid et puis depuis que Mahomes est quarterback, au fait, on est habitué à prendre des camions de yards en défense. Plus dans le sens où, ok, on prend des jeux, on prend beaucoup de gros jeux, mais on sait qu'en face, on va pouvoir répondre tout de suite en attaque. Et donc, du coup, là, on se retrouve dans une position où Mahomes n'a pas besoin de mettre 35-40 points par match pour pouvoir gagner. Du coup, on a vraiment gagné une sécurité en défense. Donc, oui, c'est très surprenant dans le bon sens. Et après, non, pas surpris, parce que là, on a une très bonne draft l'année dernière. Donc, on a pu récupérer beaucoup de très bons joueurs, notamment avec le trade de Tyreek Hill, qui finalement, pour moi, a apporté plus de bonnes choses que de mauvaises aux Chiefs, où on a pu drafter Trent McDuffie, un des meilleurs cornerbacks au niveau des stats sur PFF. On a recruté aussi George Karlaftis sur la ligne. Voilà, on a du coup Nick Bolton aussi qui est dans sa 3e saison, où on a un gros corps de linebacker. Enfin, voilà, tout ça, beaucoup de choses mises en place les unes après les autres, où voilà, c'était peut-être prévu depuis un moment, et là maintenant, si on peut éviter de faire des gros matchs où on marque beaucoup de points, mais on en prend aussi beaucoup, et c'est peut-être aussi une autre façon de gérer les deux côtés du ballon, c'est une autre approche. Donc voilà, si on se dit que la défense des Chiefs est déjà très opérationnelle, parce qu'on a quand même joué des gros clients en termes de receveurs en face, là où on avait l'habitude l'an dernier de prendre des gros jeux. Alors, je pense à Justin Jefferson qui est limité à une 40aine de yards. Alors, il est plutôt très bon avec Kirk Cousins. Bon, même s'il est sorti du match à la fin à cause d'une blessure. En tout cas, il n'a pas pris beaucoup de ballons. Donc, voilà, on sait que si on maintient ce niveau-là en défense et que notre attaque se met en route, là, on peut devenir vraiment, vraiment très dangereux. Les Chiefs n'ont encaissé qu'une seule fois plus de 20 points cette saison. Seb, c'était contre les Lions lors de la première journée. La seule défaite d'ailleurs, 21-20. Est-ce qu'il y a une vraie mutation dans cette équipe des Chiefs? Est-ce qu'on se dirige finalement vers une équipe plus défensive que les années précédentes? C'est pas impossible. Et les chiffres que tu as rappelés, Flav, parlent en cette faveur. Et puis, il faut pas oublier aussi cette défaite contre les Lions, qui est le score le plus important qu'ils ont encaissé. À ce moment-là, il manque quelqu'un dans la défense, et pas des moindres. Il manque Chris Jones. Chris Jones, c'est 15 sacs et demi la saison passée. Et là, avec un match de moins, il est déjà à 5,5, c'est-à-dire qu'il est très exactement sur les mêmes bases, et une défense qui a déjà fait 16 sacs contre 47,5 l'an passé. Donc là aussi, on est sur les mêmes bases. Et effectivement, comme je l'ai déjà dit au sujet d'autres clubs, des clubs qui ont une grosse défense, et alors attention, même si c'est pas du tout le cas des Chiefs, on va y revenir plus tard, des clubs qui ont une grosse défense et une attaque qui fait le minimum syndical, ça marche aussi, hein. Il y a eu des championnats de remportés comme ça. Rappelez-vous des Ravens des années 2000, ça prend quand même 2 Super Bowls de cette manière. Donc il y a une équipe qui est en évolution, en mutation, je n'irai pas jusque-là, mais en évolution, avec en effet une défense qui permet que les matchs ne reposent pas sur les épaules seules de l'attaque, voire sur les épaules seules de Patrick Mahomes, qui serait obligé de faire une performance surhumaine chaque soir, parce que ça, en revanche, c'est quelque chose qui a ses limites. Les attaques qui carburent à bloc, c'est génial hein, à regarder jouer, mais à quoi ça sert de marquer 35 ou 40 points par match si ta défense en prend 42?
C'était un peu le problème des Lions en début de saison dernière, d'ailleurs, si on se souvient bien, avec le match notamment contre les Seahawks, je crois, où il y avait eu une pléthore de points et où, en fait, le problème venait quand la défense s'était resserrée du côté des Lions en fin de saison dernière, c'est là qu'ils avaient vraiment performé, quoi, et qui continuent d'ailleurs à performer en ce début de saison 2023. Bertrand, Et c'est un des problèmes d'un club comme les Chargers actuellement. oui, aussi. Qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs avec les Chiefs, ils les connaissent bien, les Chargers. C'est des amis de longue date. Bertrand, la défense des Chiefs, toi, t'impressionne en ce début de saison? La défense des Chiefs, elle est suivie par un coordinateur qu'on connaît bien du côté des Giants, pour le coup, hein, Steve Spagnuolo, puisqu'il a été, à un moment coordinateur défensif. J'ai toujours regretté son départ, d'ailleurs, à l'époque. Bon, en soi, je vais dire, c'est tout. À un moment donné, il y a des choix qui sont faits dans les franchises. C'est une défense qui, en fait, plie, mais elle ne rompt pas. Entre guillemets, c'est souvent ça qu'on peut voir du côté des Chiefs. Ils savent faire en sorte, on va dire, limite de laisser, entre guillemets, avancer les équipes d'en face suffisamment, mais à un moment donné, il y a le turnover ou l'interception qui va faire la différence. Et comme le disait très bien Hugues, à propos de l'équipe, on a quand même des joueurs et une intelligence qui a été vraiment remarquable de la part des Chiefs et du board sur le recrutement et la draft. Quand on pense que si on regarde uniquement sur l'aspect star system du joueur, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ou peu la NFL ou le football américain se sont dit « Ah là là, ils ont perdu Tyreek Hill, tout va changer. » C'est un peu d'ailleurs les raccourcis et les conclusions raccourcies qui ont été le plus faites. Hein. Ils ont perdu le joueur moteur. C'est entre guillemets, voilà, les Chiefs vont devenir une équipe moyenne. Bon, ce n'est pas du tout ça. Les Chiefs, c'est la tête Andy Reid, Patrick Mahomes, Travis Kelce, avec tous les autres joueurs, mais on sait qu'il y a une colonne vertébrale qui est de toute manière essentielle, que ce soit en attaque ou en défense, pour que l'équipe fonctionne. Donc, Andy Reid, on a beau dire ce qu'on veut, si ce n'est peut-être le meilleur coach de la ligue. Patrick Mahomes arrive à mettre au point tout le cahier de jeu qui est développé, ainsi que lui, son intelligence et ses fantaisies, parce qu'on voit avec les différentes passes qu'il peut faire. Là, il a encore inventé une passe dans le dos un peu à la basketteur. Récemment, bon, c'était à l'entraînement, mais malgré tout, un jour, il va la lâcher en match, hein, on le sent bien. Et après, au niveau du reste du casting autour de lui, on est sur des joueurs en receveur où on peut discuter. On va sûrement en discuter après. On va en discuter après. Plus en détail. Mais c'est sûr qu'après, en défense, on a Chris Jones, comme disait tout à l'heure Karl Aftis, et au niveau de la ligne arrière, L'Jarius Sneed ou Trent McDuffie et Nick Bolton qui créent aussi cette colonne vertébrale de réussite. Donc, on en revient à la même chose. On est au 6e match. On peut discuter tant qu'on veut de leur état de forme. Il y a d'autres sujets sur lesquels on va aborder qui vont sûrement faire débat. Mais en soi, sur la ligne directrice et la structure globale de l'équipe, on est sur quelque chose qui continuera à rouler, je pense, sur le reste de la saison. Hugues, juste une petite question sur Chris Jones, c'était pas prévu dans notre conducteur, mais juste savoir comment toi t'as ressenti cette histoire donc on rappelle, hein, grosso modo, il a fait grève, il n'a pas joué le premier match, la seule défaite des Chiefs. Travis Kelce n'était pas là non plus pour le match contre les Lions, donc on va pas tout remettre sur Chris Jones. Mais comment tu l'as ressenti toi? Est-ce que tu étais en faveur de la prolongation de contrat? Parce qu'on a vu des fans des Chiefs qui disaient s'il veut faire grève, il a qu'à s'en aller. C'était quoi toi ton sentiment? J'étais partagé quand même parce que sans Chris Jones l'an dernier, on va pas au Super Bowl, clairement. Avec sa grosse prestation contre les Bengals en finale de conférence. Après, c'est un peu les débats, les situations qu'on a tous les ans dans toutes les franchises où un gros joueur veut renégocier son gros contrat. Il estime qu'il veut tant, il voit combien les autres sont payés ailleurs. Donc voilà, après, il y a aussi les jeux d'agents qui rentrent dans le circuit et qui parasitent pour moi beaucoup la situation. Donc il a pas fait le premier match.
c'est là, comme tu dis, où on perd avec l'absence de Kelsey, et puis où on perd aussi juste sur un pick six des Lions. Hein, c'est même pas une erreur défensive. Hein. Après, sans minimiser la prestation des Lions, hein, ils ont totalement bien joué, ils méritent leur victoire là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais voilà, après Chris Jones, on était un peu partagé aussi au sein de l'équipe. Il y en a qui voulaient, s'il veut pas le contrat et qu'il veut partir, il part. On était aussi inquiet aussi sur le début de saison, voilà, sans Chris Jones, ce que ça va donner. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Là, il fait son début de saison. Il a un sac par match. Donc, pour l'instant, il est sur des bonnes bases. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'au début de saison, ses prestations, quand il fait des sacs ou des grosses actions, il est resté très modeste dans ses célébrations. Il n'était pas à sauter partout, à faire un peu le foufou. Donc, du coup, ça m'a aussi un peu rassuré sur son état d'esprit. Mais ouais, c'était quand on a su que Chris Jones allait peut-être pas reprendre chez les Chiefs et tout, on n'était pas très serein non plus. Et est-ce que tu penses que ce premier match et cette première défaite, justement, parce que c'était toi, Seb, hein, qui avait dit dans un live ou dans un podcast, de toute façon, si les Chiefs se perdent, Chris Jones était, je crois, dans la loge d'Arrowhead ce jour-là, il t'avait dit de toute façon, s'ils perdent ou que la prestation défensive est catastrophique, ils savent très bien que le chéquier va sortir derrière. Et la preuve. Le chéquier, il est sorti 48 heures après, 24 heures après, je sais plus, mais ça n'a pas mis 107 ans. Est-ce que tu penses que ce premier match, Hugues, il a eu vraiment une importance capitale dans le fait de se dire, faut signer Chris Jones? Non, je pense, pour moi, je suis pas dans le secret des dieux et je pense que personne n'y est. Non plus. Mais je pense que c'était en passe d'être géré. Il y avait peut-être un ou deux détails. Mais pour moi, c'était prévu qu'il re-signe. Et puis là, je pense pas que la défaite, ou même s'il y avait eu victoire, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Ça reste un jeu de poker menteur entre agents, joueurs et management. Hein, on le sait très bien. Et ce qu'il y a dans ce genre de renégociation, c'est la différence et la vue du joueur, tout du moins l'envie de revenir. Parce que vous avez des joueurs qui font la démarche pour faire plier un peu l'équipe et ou alors dire si vous voulez pas, moi je sais qu'ailleurs on prendra à bras ouverts, on va dire. Et vous avez la démarche dans laquelle il essaie d'avoir le maximum, mais bon, en soi, il va être assez intelligent parce qu'il sait là où il est et dans quelle structure il est. Mais après, ils essaient toujours, comme c'est un business, de tirer le maximum de leur contrat. On passe à ce qui fait plus question dans ce début de saison des Chiefs, c'est l'attaque. Cette attaque des Chiefs de Kansas City qui nous a habitués tellement à des feux d'artifice que dès que ça devient juste une attaque normale, tout le monde commence à se dire mon Dieu, que se passe-t-il du côté des Chiefs, alors que c'est juste normal. Il y a quand même eu un changement important. Cette intersaison, Hugues, c'est le départ d'Eric Bieniemy qui est parti du côté de Washington, des Commanders. Est-ce que pour toi ça a changé radicalement le visage de cette attaque? Est-ce que ce côté diesel est un petit peu amputé à ce changement de coordinateur offensif? Moi, j'en suis pas convaincu du tout, dans le sens où, il y a quand même Andy Reid qui est là, qui connaît très bien son métier. Et plusieurs fois, on a eu dans les saisons précédentes où Mahomes on avait eu des discussions entre Bieniemy, Mahomes et Reid sur le banc. Et au final, c'était plus ou moins Reid qui assumait la responsabilité du choix du jeu. Donc non, pour moi, je pense pas que ce soit que le souci vienne de là. Si on peut après appeler ça un souci, hein, tout dépend comment on se situe. Après, sachant que celui qui l'a remplacé, là, Nagy, il était déjà dans les entraîneurs des quarterbacks. C'était l'ancien entraîneur des Bears, je crois. Il avait été coach des Bears. Viré un peu salement alors qu'il avait plutôt un bon bilan. Il s'entend très bien. Patrick Mahomes l'apprécie beaucoup. Ils s'entendent plutôt très bien. Et je pense que avec l'intelligence de Mahomes, de Nagy et de Andy Reid, s'il y a des choses à revoir, ils les reverront entre eux. Après, moi, je suis bien content pour Bieniemy. Après, moi, j'aurais bien aimé le voir avec un poste de lead coach dans une franchise. Ça arrivera. Je pense que ça arrive. Ça faisait déjà cette année, mais même l'année d'avant, où il était déjà annoncé. Il avait fait des rencontres avant la saison, donc c'était plus ou moins acté qu'il allait partir. Après, ça s'est fait cette année, tant mieux pour lui. Après, j'attends de le voir sur un poste de coach.
Après, pour revenir à la question, je pense pas que le souci entre guillemets défensif vienne de son départ. Le sentiment plutôt partagé, Bertrand, Seb, vous me direz si ce n'est pas le vôtre, mais c'est quand même que Bignemi, à long terme, devrait prendre le poste de Riviera chez les Commanders. Je pense que c'est plus ou moins une préparation, son poste de coordinateur offensif là-bas. C'est le temps que Riviera se fasse poliment remercier et qu'il prenne sa place. À mon avis, ce n'est qu'une question de semaines, de mois, mais ce sera sûrement pas d'années. Ça, c'est mon avis. Bertrand, est-ce que Bignemi, ça compte pour toi le départ de Bignemi, son remplacement par Matt Nagy? En soi, comme disait Hugues, on n'est pas, enfin, nous, on est en tant qu'analyste extérieur, on n'est pas dans l'enceinte de la franchise, et même Hugues, enfin, malgré tout, même avec son comparse qui se trouvant à Kansas City, qui va voir les matchs à Arrowhead, n'ont pas foncièrement le recul nécessaire pour savoir un peu ce qui s'y passe. Mais en soi, ce qu'il y a de certain, c'est que Andy Reid, c'est le maître du jeu de toute la stratégie des Chiefs, et qu'au final, que ce soit Nagy ou Bieniemy, ça permet en fait de faire en sorte que ça roule aussi bien avec eux, malgré tout, pendant le match. Maintenant, s'ils sont pas là, je pense pas que l'équipe soit perdue en soi au niveau du déroulé du match. Simplement, moi, la seule chose, et peut-être que Hugues va réagir, c'est que oui, ça fonctionne pour le moment. Et je dirais que ça peut aussi, à un moment donné, tant que ça fonctionne, on ne voit pas justement l'envers du décor en disant, bah tiens, pour le coup, maintenant qu'il est parti, bah, ça pose un problème. Et est-ce que ça pourrait arriver que bah, maintenant que Bieniemy est parti, que Matt Nagy a repris les choses, mais est-ce que ce sentiment d'instabilité ne pourrait pas arriver, et ce qui pourrait aussi donner ce sentiment qu'on a sur les connexions entre receveurs, ou le développement du jeu, ou le jeu de course qui n'est peut-être pas développé comme on le voudrait, qu'on va aborder encore après. Mais est-ce que ce sentiment-là, il ne peut pas être ressenti à un moment donné, parce que vous n'avez jamais été dans ce cas de figure de se dire depuis quelques années, ah bah ça fonctionne pas parce que tel élément est parti, quoi. Non, je pense pas, parce qu'après, même si on regarde les saisons précédentes, il y a une paire de matchs où on marque 13 points, 17 points, enfin, tu vois, c'est des matchs comme ça où au final on gagne, donc où le résultat compte. Après, tu vois, Mahomes, ça fait quoi? Il va attaquer sa sixième saison. Je pense qu'en termes d'expérience, il est capable aussi de dire ce qu'il a à dire et de proposer des jeux, qu'il a quand même une très bonne vision. Donc non, après moi c'est mon avis, hein, je peux peut-être me tromper, mais je pense pas du tout que son départ soit problématique. Je pense qu'on peut trouver d'autres explications aux soucis qu'on peut rencontrer en attaque en ce moment. Moi, ce que je vois, j'aurais du mal à dire effectivement si c'est le départ de Bieniemy qui a changé quoi que ce soit, etc. Il y a quand même quelque chose un petit peu paradoxal dans tout ça, c'est qu'on dit que l'impression visuelle de l'attaque n'est pas celle d'un rouleau compresseur comme les saisons précédentes, et pourtant 2022, l'attaque, elle est première en scoring, elle finit la saison première en scoring, première à la passe, 20e à la course. Cette année, elle est 9e en scoring. On l'a tous vu, ça marque beaucoup moins de points, mais 9e en scoring, ça reste très honorable. Elle est 2e à la passe, donc elle tient son rang. Elle est 11e à la course, et pourtant on a l'impression de ne pas voir le jeu au sol, même si on y reviendra un petit peu plus tard. Le point qui est un petit peu, alors je vais pas dire inquiétant, mais qui peut poser question si on cherche la petite bête, c'est que cette année, les Chiefs, sur les 6 premiers matchs, en 4e quart-temps, c'est 12 points marqués. Et ces 12 points, c'est que des field goals. Donc ça veut dire il y a peut-être un petit problème de productivité offensive en fin de match. Après, peut-être pas besoin d'être productif offensivement pour en fin de match, mais moi j'ai peur que ça leur joue des tours sur certaines rencontres qui pourraient être un petit peu serrées, ou s'ils se retrouvent face à des scoring machines. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude, mais le visage de cette offense par rapport à la saison dernière est intéressant. Je pense qu'il va nous falloir un petit peu de temps encore pour qu'on voit justement le véritable visage de cette attaque de Kansas City. Est-ce que ça monte en puissance, ou est-ce que c'est
une nouvelle philosophie, même pas de jeu, mais de club, qui est de se reposer sur la défense. Et une fois de plus, pourquoi pas, parce que ça fonctionne. Parce que moi, justement, avant que Hugues réponde, parce que c'est important d'avoir son avis, moi, là où je rejoins Seb, c'est que avant, il y avait, malgré le fait que la défense, peut-être que ça s'est amélioré au niveau de certaines stats, mais on avait cette impression, qui n'était pas qu'une impression, puisque les résultats en suivaient derrière, où l'ensemble de l'équipe, escouade offensive et défensive, en soi, produisait et donnait une impression de Goliath, et qu'à côté, vous aviez que des petits David, quoi, tout minuscule. Alors que là, c'est on a la défense, elle nous permet de justement d'avoir les turnovers, on peut compter sur elle, quoi. Et puis après, si on attaque globalement, on a des petits couacs pour le moment parce qu'on dévoile pas tout notre jeu ou parce que c'est moins impressionnant que l'année dernière. À ce moment-là, c'est pas grave, elle est là, quoi, la défense. Mais si le jour où elle est pas là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça sera les 4-5 field goals, comme tu dis, qui vont sauver le match? Ça, j'en suis pas certain. C'est-à-dire que tant que l'équipe n'était pas tributaire d'un élément du jeu de son escouade, défensive ou offensive, c'est très bien. Parce qu'on se dit, de toute façon, ce soit l'une ou l'autre, elle va marcher sur tout le monde. Tandis que là, on sent qu'elle peut être plus dépendante d'un élément, et si cet élément-là marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Après, attention, c'est peut-être la version Kansas City du post-Super Bowl Blues. On en a connu des équipes qui s'effondraient après avoir gagné un titre. Si la version du Blues post-Super Bowl de Kansas City, c'est d'être 5-1, très bien, très bien pour eux, quoi. Oui. C'est parfait, qui change rien. C'est clair, c'est tout à fait clair. Alors, un autre élément qui est beaucoup revenu, mais ça va pas te surprendre, mon cher Hugues, dans les commentaires des réseaux sociaux, c'est la dépendance à Travis Kelce. Alors, la question est très simple. Les Chiefs se sont-ils Kelce dépendants? Y a-t-il une vraie dépendance à Travis Kelce? On ne parlera pas de Madame Travis Kelce aujourd'hui. On parle juste de Travis. Est-ce que vraiment, si Travis Kelce, par exemple, n'est pas là sur un match, comme ça a été le cas contre les Lions, est-ce que, patatras, toute l'attaque s'effondre? Alors, je dirais pas que l'attaque s'effondre. C'est juste que en fait, il y a tellement une connexion puissante entre Mahomes et Kelce qu'en fait, ils l'ont déjà expliqué en dehors. En fait, ils sont capables de se trouver même sur des appels de jeu qu'ils n'ont jamais fait ensemble. En fait, ils ont eu tellement une connexion qu'ils sont capables de se trouver. Kelce modifie son tracé, Mahomes modifie un truc, et ils arrivent à se trouver comme ça. Après, au jour d'aujourd'hui, quelles franchises n'ont pas leur grosse connexion? Enfin, on peut parler de Cousins et Jefferson. On peut parler chez les Bills, Allen et puis Eddie. De Jameis Winston et les cornerbacks adverses. Voilà. Après, on peut même parler chez les 49ers de McCaffrey qui marque son touchdown tous les matchs. Donc, il y a une connexion qui fonctionne. Elle fonctionne très bien. Enfin, ce serait complètement idiot de ne pas s'en servir. Après, c'est vrai, oui, que les matchs, on a un peu plus à la peine. On l'a vu la saison dernière, que c'était souvent Kelce qui trouvait la solution. Après, on a aussi eu pas mal de matchs la saison dernière où Kelce, il avait 5-6 réceptions, une quarantaine de yards, et puis c'est tout, quoi. Enfin, il y avait des matchs où c'est pas qu'il était transparent, mais que le jeu ne passait pas par lui pour diverses raisons ou pour se fier à la défense adverse. Donc, qu'il y ait une grosse connexion entre le Mahomes et Kelce, oui, comme il peut y avoir ailleurs. Mais de là, parler de dépendance, je suis pas convaincu. Tirer jusqu'à la dépendance, toi, Seb, de Travis Kelce, enfin des Chiefs envers Travis Kelce? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, à mon humble avis, une fois de plus. Juste quelques chiffres. Là, pour le moment, en journée 6, Mahomes, c'est 1593 yards lancés, 11 touchdowns. Kelce, c'est 346 yards reçus, 3 touchdowns. C'est-à-dire que c'est quasiment 20% de la production aérienne et un tiers des touchdowns en très gros. Je vous la fais chez. Moi, j'ai fait littéraire, donc les chiffres. On avait compris que C'est un c'était pas tiers ton truc. de la production. Ah bah ouais, tu sais, moi 2 et 2, 6, pas de problème. M'embauchez pas comme comptable. Donc voilà, c'est quasiment un tiers de la production des touchdowns aériens. Ça semble beaucoup dit comme ça. D'un autre côté, si on regarde le seul match pour le moment auquel Travis Kelce n'a pas participé, donc qui est la défaite contre les Lions, il y a quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 12 ou 13 joueurs différents qui sont targetés. Alors,
t'as personne qui fait des stats de malade. Hein. Le meilleur receveur, c'est Marquez Valdez-Scantling. Il fait 2 réceptions, 48 yards. Mais tu as une flopée de receveurs qui sont à 45, 30 yards. Donc, ça veut dire que des cibles, il n'en manque pas. En revanche, quand tu n'as pas Kelce, tu n'as pas le playmaker. Et peut-être qu'il faudrait une autre menace, que ce soit par les airs ou au sol, peu importe, une autre menace plus ponctuelle qui pourrait le délester un peu de ce fardeau, même si je pense qu'il n'est pas surutilisé néanmoins dans l'attaque des Chiefs. La saison dernière, un playmaker, il y en avait un. Il est plus là. Maintenant, il flambe. Il fait des flips dans l'end zone à Miami. Il y a 2 ans Mais déjà. voilà. Oui, c'est il y a 2 ans. Autant pour moi. Mais pourtant, ça n'a pas l'air de manquer dans le sens où les victoires sont là. Donc, peut-être que ça manque dans le jeu, pas encore dans les résultats. Là aussi, est-ce que c'est un point qui, à moyen terme, peut leur porter préjudice? Parce que pour le moment, il y a eu qu'un match d'absence. On souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres pour Travis Kelce parce qu'on souhaite jamais qu'un joueur se blesse ou quoi que ce soit. Mais s'il devait avoir une mauvaise journée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le relais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut step up? Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait vu dans cet effectif quelqu'un qui ait les moyens de le faire ou la possibilité. Bertrand, juste une petite question parce que Travis Kelce, Seb en a parlé, c'est qu'un seul match d'absence cette saison, mais c'est surtout un joueur qui est extrêmement rarement absent des matchs. C'est quelqu'un qui est très très souvent là. De ce point de vue-là, est-ce que c'est si grave que Kansas City repose majoritairement son attaque sur lui? Moi, je partage complètement le point de vue de Seb sur ce qu'il a donné vraiment dans son ensemble, mais je pense que, je vais nuancer, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, une Kelce dépendance un peu plus importante et qui va être un peu plus importante cette année du fait du manque, comme tu disais, de playmaker, surtout s'il lui arrive quelque chose. Alors déjà, il y a les distractions extérieures qui aussi viennent un peu perturber, ou je dirais, entre guillemets, peut-être pas le joueur en lui-même, mais en tout cas, il a pas l'air perturbé. sur la franchise, on va dire, et qui est une publicité qui se passerait bien à tous vis-à-vis du Star System, etc. Mais enfin bon, ça c'est un autre élément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, si une blessure devait arriver, si ce joueur n'était pas productif ou moins productif pour X raisons, parce que de toute façon des joueurs moins productifs il y en a, je pense que ça aurait des conséquences plus dommageables cette année que l'année dernière, même s'il n'avait pas Tyreek Hill. Alors parce que la multiplication des targets, comme tu dis, au niveau des joueurs qui peuvent être moyens moins, sans vouloir manquer de respect à Marquez Valdez-Scantling, Rashee Rice et compagnie, ça, à un moment donné, ça limite aussi, parce que au final, vous n'avez pas, comme tu disais, le playmaker qui va faire le jeu décisif au moment du troisième down, qui va être hyper important à 20 yards de la end zone de l'adversaire. Donc, c'est tout un ensemble de choses, mais je pense qu'il y a une dépendance qui est un petit peu plus importante qu'on veut bien nous le faire croire, en tout cas à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Alors, on va parler des receveurs, mais juste avant, il y a une info qui vient de tomber. Donc, on va la donner en direct. C'est tombé il y a 7 minutes, très exactement. Alors, on enregistre le mercredi soir. Vous avez l'info depuis hier soir quand vous l'écouterez le jeudi, le podcast. Mecole Hardman vient de rejoindre les Chiefs de Kansas City. Il vient d'être tradé chez les Chiefs. Donc, il revient chez les Chiefs, du coup. Il était chez les Jets. Et les Jets envoient donc Mecole Hardman et un 7e tour de draft 2025 contre un 6e tour des Chiefs en 2025. Une arme de plus, du coup, disponible pour Patrick Mahomes. Alors, une réaction vraiment à chaud, parce qu'encore une fois, c'était pas prévu. Hugues, est-ce que c'est un bon fit, le retour de Mecole Hardman? Alors pour Mahomes, en fait, on a l'avantage qu'ils connaissent déjà bien la maison et puis son quarterback. Après, moi, c'était quelqu'un qui est parti. Moi, j'avais un petit pincement au cœur quand même parce que il a quand même œuvré sur les deux Super Bowls, même si la fin de saison dernière, il était pas mal blessé. Moi, c'est un joueur que j'aime bien et je pense que ouais, ça peut être un ajout intéressant. Après, j'aurais plus eu, on en reparlera peut-être après sur les ajouts éventuels. Ouais. Mais tu peux en parler maintenant, vas-y. Ouais, est-ce qu'en fait, pour moi, sur notre corps de receveurs, il manque peut-être des receveurs vétérans
On a MVS, Mavis Scantling, qui a joué aux Packers. Le reste, ça reste très, très léger en termes d'années d'expérience dans la ligue, que ce soit Kadarius Toney, Sky Moore, et puis j'en passe, même si ces 2 joueurs-là ont eu un impact sur la victoire au Super Bowl la saison dernière. Et on a aussi Richie James aussi qui a joué aux 49ers, aux Giants. Je ne sais plus où est-ce qu'il a joué aussi. Giants. Et qui a d'ailleurs Stone aussi d'ailleurs. Ouais. Et du coup qui est blessé, qui était venu renforcer le corps de receveurs cette saison justement pour apporter cette expérience qui manque pour moi, l'expérience qui manque dans notre escouade de receveurs. Seb, c'est ça qui manque chez les 49ers chez les Chiefs. T'es tellement habitué à t'interroger sur les Niners. Pardon, une excuse. Bon, alors ça va, c'est 2 franchises qui gagnent. Ils jouent tous les 2 en rouge, on va pas non plus. Hein. Oui, voilà. C'est ça qui manque, l'expérience chez les Chiefs, dans le genre de receveur. Possible. C'est comme Hugues était en train de le dire, c'est un corps qui est jeune. Oui, peut-être que Michael Hardman, qui est un ancien de la maison, peut apporter quelque chose. Il paye pas cher, hein. On verra. Il paye pas cher, hein. Oui. C'est un 6e tour en 2025, c'est pas dingue non plus. Tu mets pas un 2e tour sur Michael Hardman, faut être sérieux aussi 2 minutes. Mais le risque est faible par rapport au gain qui peut être fait. Quoi. De toute façon, les tours de draft, quand tu penses que tu peux avoir, tu penses avoir des super joueurs dès les premiers tours de draft, et puis qu'au final tu tombes sur des busts total et que tu vas aller chercher des 6e tours, ou comme Brock Purdy, irrelevant, et puis qui au final, enfin voilà, donc moi la draft maintenant, j'en passe, il faut être intelligent, et les Chiefs sont intelligents dans les choix de la draft. On peut dire ce que l'on veut, mais là-dessus, ils sortent Rashee Rice, là, qui est d'ailleurs une des cibles privilégiées de Patrick Mahomes. Il tourne bien, et donc c'est bien pensé. Pour le coup, Michael Hardman, moi qui peux être très critique depuis le début sur la franchise des Chiefs, de manière nuancée, mais malgré tout, Michael Hardman, on sent que c'est un joueur qui revient à la maison. Mais qui revient à la maison, pourquoi ? Parce qu'il y a un bon système, il y a peut-être justement une bonne entente, parce que Andy Reid sait sortir le meilleur de ses joueurs, et puis là, il a goûté un système et une franchise qui est loin d'être très stable, hein, pour le coup. Peut-être parce qu'il préfère Patrick Mahomes. Même si je suis payé moins cher, que globalement, je suis bien, quoi. D'ailleurs, on parle de Frank Clark aussi, qui a été coupé par les Broncos pour un retour à la maison. Donc, globalement, voilà, on sent que c'est quand même une franchise qui est bien managée. Mais il y a des petits couacs quand même. Faut pas se mentir. Si ça se trouve, il s'est réveillé, Michael Hardman, il s'est dit mince, je croyais jouer avec Aaron Rodgers, je suis avec Zach Wilson, les gars, ramenez-moi Patrick Mahomes, s'il vous plaît, quoi. Pitié, ramenez-moi à la maison, quoi. Je fais ce que vous voulez, mais remettez-moi avec Patrick. Alors par contre, je vais juste nuancer par rapport à Hugues, quand il disait justement Richie James, Kadarius Toney, enfin, je suis quand même bien placé pour savoir. L'avantage d'Andy Reid, c'est qu'il sait sortir le meilleur même de cas sociaux. Je vais pas te mentir. Hein. Voilà. Au final, je pense pas qu'à Kansas City, il y ait les mêmes tentations qu'à New York City. On va déjà commencer par le début. Deuxièmement, il est assez malin pour... Ouais, bon, je pense, hein, je connais un petit peu l'histoire américaine, donc je vois un peu où ça se situe. Je présume que moi aussi. Il y a des strip clubs en plein centre-ville, mais bon, ça m'étonnerait. Mais en soi, ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs n'ont qu'à penser football américain, et Andy Reid, de toute façon, leur fait comprendre qu'ils n'ont qu'à penser à ça. Mais le naturel revient toujours au galop. Kadarius Toney, bon, Richie James, là, il est blessé, donc on ne saura pas globalement, mais Kadarius Toney, pour moi, c'est une mini-bombe à retardement, globalement, puisqu'il est capable de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme de toute façon être relativement bon. Alors, il est très rapide, mais je pense pas que c'est lui qui va faire changer la face d'un match aux Chiefs de Kansas City. Il faut pas se mentir. Et c'est pour ça que je disais que sans avoir un vrai deuxième playmaker, c'est plus compliqué. Est-ce que l'un de vous trois aurait on sait que la trade deadline approche, elle est dans 13 jours maintenant. Est-ce qu'il y aurait un nom que vous verrez bien venir dans le genre de receveur chez les Chiefs? Tu me prends là comme ça. Ah oui, moi je suis comme ça, moi. Je pense. Oh ouais, non, ouais, je sais bien, je devrais être habitué maintenant. Je pensais pas forcément un receveur, moi je pensais plutôt un running back.
Et tu vas me trader Mais McCaffrey là-bas. Non. non, mais ça va pas. Et puis quoi encore? On va rester sérieux 2 minutes quand même, monsieur. Oh, on touche pas à Christian. Les hôpitaux sont pas assez bons en Non. plus à Kansas City, donc ça sert à rien. Donc non, mais voilà, t'as un running back comme on en parlait encore l'autre jour avec Kaya, comme Léonard Fournette qui a toujours pas de club. Non. Peut-être. Moi, en soi, je vois pas l'équipe changer. Je pense qu'ils sont assez confiants en eux en se disant là pour le moment c'est Mm. comme ça, mais ça va rouler à un moment donné. Voilà. Je pense que dans l'intérieur de Bon, je la pense pas qu'ils franchise, ils recherchent savent. une superstar Ouais, non, playmaker non, qui. ils veulent pas de mec qui se la raconte et qui veut prendre le lead sur le vestiaire. Ils ont un système très très coopératif. C'est une coopérative, les Chiefs, c'est ça qui est bien. Ils ont ils ont un système très développé où tout le monde touche un peu à tout, donc ils veulent pas d'une personne qui soit au-dessus du lot, quoi. Voilà. Tu as parlé des running backs, Seb, donc on va parler un petit peu du jeu de course. Alors c'est une vraie question. Tu as effleuré le sujet tout à l'heure, mon Seb, sur le fait qu'ils étaient quand même 11e en nombre de yards gagnés à la course, 18e équipe en nombre de touchdowns à la course, ce qui a été souvent reproché aux Chiefs de Kansas City cette année, c'est peut-être de sous-utiliser Isaiah Pacheco, notamment en red zone, où beaucoup ont l'impression que on donne un peu les clés à Mahomes et Mahomes balance les ballons. Est-ce que c'est ton sentiment, Hugues? Est-ce que, à ton avis, le jeu au sol est sous-utilisé ou est-ce que c'est juste une composante du jeu d'Andy Reid? Alors, c'est clairement une composante du jeu d'Andy Reid parce que le jeu au sol n'a jamais été mis en avant du côté des Chiefs. Il y avait peut-être au début de Mahomes Hunt, Karim Hunt, qui avait été cuté justement à cause de soucis en dehors des terrains, qui était parti après du coup chez Cleveland de mémoire, où là où on avait plutôt un jeu plutôt homogène entre Tyreek Hill et puis Hunt. Là, depuis l'arrivée de Pacheco, ça a un peu redistribué un peu les cartes, sachant que voilà, Pacheco, c'est un sixième tour de draft, 6 ou 7e tour, vraiment drafté très très loin, qui a explosé milieu de saison dernière, qui d'ailleurs nous marque un touchdown au Super Bowl. Non, le jeu au sol est pas du tout, est pas vraiment une arme d'Andy Reid. Après, clairement, je pense qu'au niveau de la red zone cette saison là, où sur le dernier match, je crois qu'on a 20% de réussite en red zone. On n'a pas des bonnes stats du tout. Au fait, je pense que clairement là, Andy Reid, fait des tests un peu sur comment jouer, comment se placer, etc. Vis-à-vis notamment de ses nouveaux receveurs. Et après, est-ce que si les situations de match avaient été différentes ou s'il fallait recoller au score, sachant qu'on a été rarement mené au score, on a plutôt, même si ça a été des matchs plutôt accrochés, ça n'a jamais été des matchs où on a été mené au score ou alors vraiment pas longtemps. Peut-être que là, on aurait peut-être plus joué, assuré la sécurité au sol, mais pour moi, non, c'est pas du tout dans l'ADN d'Andy Reid et de Kansas City, notamment sur les dernières années. Alors voilà, tu parlais des dernières années, justement, je vais abonder dans ton sens, mon cher Hugues, parce que depuis que Patrick Mahomes est arrivé chez les Chiefs, aucune saison, les Chiefs n'ont été dans la première moitié en nombre de yards gagnés par le sol. La meilleure année, c'était 16e en 2018, hein, vous voyez. Alors que si on prend avant Mahomes, par exemple la saison 2015, c'était la meilleure équipe en nombre de touchdowns marqués au sol, la 6e meilleure attaque au sol, alors même que, bon là je parle au plus ancien, Seb Bertrand, Jamal Charles s'était blessé, je crois que c'était en semaine 5 ou en semaine 6, et du coup ils avaient un comité de coureurs qui avait marqué chacun 4, 5, 6 touchdowns, et c'était la meilleure attaque au sol quasiment de tout le pays. C'était pas non plus dans des temps ancestraux, c'était en 2015. Mais c'était avant Patrick Mahomes. Donc est-ce que vraiment, Bertrand, c'est un choix d'Andy Reid ou est-ce que finalement le jeu au sol est secondaire parce qu'il y a Patrick Mahomes? Ah bah je pense que le jeu au sol est secondaire parce qu'il y a Patrick Mahomes. Après, ce qu'il faut pas, c'est que Patrick Mahomes soit une caricature de lui-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur la fantaisie qu'il peut donner au jeu, ça devienne le principal fait de jeu au final et qu'on ne se tourne plus que vers ça.
parce que c'est un équilibre aussi, hein, à un moment donné, course au final, et c'est très difficile. Et ça, c'est un équilibre que doit avoir entre le quarterback, le coordinateur offensif et le coach principal. Donc, c'est toujours très compliqué. Maintenant, en soi, parce que là, l'info que tu as donnée change la donne aussi, malgré tout. Mecole Hardman, qui est considéré comme wide receiver, malgré tout, moi, je me souviens de jeux en sweep play, décrochement sur l'extérieur, où il était dans une position running back receveur, entre guillemets, hein, sur certains jeux. Et je pense que le retour à la maison fait aussi que Andy Reid a l'intention d'utiliser de la même manière pour varier le jeu, écarter le jeu et faire en sorte que le joueur apporte justement cet élément un peu plus course, on va dire, de débordement sur les côtés. Mais moi, je trouve que c'est un faux débat, en fait, sur la course. Pacheco tourne bien. Ça pourrait être toujours plus. Oui, ça pourrait être toujours plus. Mais si l'équipe n'était pas orientée sur le jeu de passe comme elle le fait. Si c'était jeu de grosse défense, jeu de course, bon, bah, dire, ah ouais, c'est manquant quand même. Mais on en est loin. On en est loin. Jerry McKinnon, aussi peu, mais il apporte toujours. On a très peu, en fait, de jeux de course négatifs. Ça veut dire, ils ont ligne de scrimmage, on est à -1, -2. Ça gagne toujours 2, 3 yards, même si c'est pas grand-chose. Bah, ça fait que ça met en position pour un second et 7 ou un second et 6, et c'est pas pareil après. Si vous démarrez en deuxième et 12, ça commence à devenir plus compliqué pour la suite. Donc, ça fait partie de l'ADN de l'équipe. Et je te dis que Mecole Hardman on verra bien dans les semaines à venir, parce qu'il va falloir du temps quand même pour se remettre un peu, en 2 coups de cuillère à peau, dans le système. Mais au final, il peut très bien apporter un élément supplémentaire de menace et écarté en jeu de course, entre guillemets. Seb, toi, pour finir sur ce jeu de course, ça vient d'où ce sentiment? Parce que c'est un sentiment très répandu. On l'a entendu beaucoup, alors non pas chez les fans des Chiefs hein, en particulier, mais quand on parle comme ça, quand on fait un post là par exemple sur les réseaux sociaux, on nous reparle de ce problème de jeu de course qui serait pas assez utilisé, etc., etc. Alors que toi-même tu l'as dit, finalement ils sont 11e en nombre de yards gagnés. Ce qui est pas moins bien que les autres saisons. Donc ça vient d'où ce sentiment? Il faut pas oublier qu'on est depuis un certain nombre d'années dans une ligue qui est pass happy et que être 11e ou même premier au jeu au sol aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'être premier au jeu au sol en 1992. Néanmoins, il y a toujours cette idée que l'offense doit s'imposer au sol, qui n'est pas forcément une idée fausse, attention, mais le déséquilibre à Kansas City entre course et passe, il est effectivement traditionnel depuis l'arrivée de Patrick Mahomes. Pourquoi? Parce que tu as un QB élite derrière ta ligne, donc si tu as un jeu au sol qui se contente, je mets des gros guillemets à contente, hein, d'assurer, voilà, ça aussi pour eux, ça marche. Et malgré tout, oui, le jeu au sol, du moins en classement, performe mieux que la saison dernière. Alors je voudrais juste me permettre d'ajouter un petit quelque chose, hein. Je précise à Hugues, ce n'est pas un tacle envers Pacheco ou les Chiefs, hein, surtout. Mais lors d'un de nos lives de preview, on est arrivé sur le sujet du leader au jeu au sol. On parlait donc de Christian McCaffrey. Et dans le chat, quelqu'un nous dit « Ouais, faites attention, il y a Isaiah Pacheco qui arrive derrière. » Donc, je vous confirme, il est derrière. Voilà. Je voulais juste te dire ça. Mais non, cette histoire de jeu au sol qui serait pas... Faux débat parce que Dites on que mes est dans questions sont une ligue et mauvaises dans... aussi. Hein. Non, oh là là, mais tout de suite ils se vexent. Les vieux, je vous jure, hein, c'est infernal. Euh, Non, faux débat dans le sens où si ça empêchait l'équipe, si c'était une équipe qui vivait et qui mourait par le jeu au sol, c'est-à-dire que si vraiment ça les empêchait de performer, là je suis d'accord, ça sera un questionnement. Je ne veux pas dire que ponctuellement sur certains matchs, ça peut pas devenir un problème si jamais la situation s'embourbe contre une très 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 grosse défense. Les Mais Browns. c'est le club auquel je pensais, mais je crois pas que Non. les Chiefs et les Browns dans leur Non. schedule cette année. Ouais, voilà, j'en étais à peu près certain. Donc voilà, peut-être que ça peut leur être préjudiciable ponctuellement, mais jusqu'ici, faux débat. Oui, moi c'est ce que j'allais finir là-dessus. Je pense que ça va faire plaisir à Hugues. Ce que je vais dire, c'est que pour moi, en fait, on met le doigt dessus parce que les Chiefs n'ont pas besoin du jeu à la course pour gagner.
par rapport à d'autres équipes qui centrent le jeu à la course, resserrent les défenses pour la boîte, pour après faire des jeux à la passe pour écarter parce qu'il y aura plus de place. Là, Mahomes, lui, il peut faire son jeu à la passe et sans avoir besoin de dire, bon, on pilonne à la course pour resserrer la boîte, pour qu'il y ait plus d'espace pour nos receveurs. Non, il n'a pas besoin parce qu'il est hyper rapide dans la prise de décision, très précis dans la passe qu'il va faire, et même avec des receveurs numéro 2. Alors ça peut-être que ça répond à beaucoup de questions qu'on se pose depuis le début, mais ça joue quand même en soi. Donc ils n'ont pas besoin globalement d'avoir un jeu tourné à la course où il y aura des playmakers à la course qui vont pilonner pour pouvoir ouvrir. Maintenant, ce qui va se passer aussi au-delà de la grosse défense, c'est qu'on va arriver, et on le sent déjà en France, dans un temps où il va commencer à faire de plus en plus froid aussi, où il va pleuvoir peut-être de plus en plus dans des stades qui ne seront pas couverts, et on verra bien justement, quand on ne pourra pas développer du jeu de trop à la passe, s'il pleut, ou s'il fait dégueulasse, hein, excusez-moi du terme, si ça va pouvoir avoir toujours la même production par rapport aux années précédentes, du fait au moment d'un manque peut-être de playmaker. Effectivement, Arrowhead Stadium au mois de novembre ou de décembre, c'est moyennement marrant niveau climat. C'est pas ce qui se fait de plus sympathique. Enfin, après, ça dépend. Il y en a qui aiment, il y en a bien qui habitent dans le Nord. Oui, il y en a qui aiment. C'est jamais. Il y en a. Il y en a. On donnera pas de nom. Il y en a même qui habitent tout au Nord. C'est dramatique. Juste avant de parler de la projection sur la fin de saison, une projection à très court terme. Les 4 prochains matchs des Chiefs, c'est les Chargers à domicile, les Broncos à l'extérieur, les Dolphins en Allemagne et les Eagles à domicile. Est-ce que après ces 4 matchs, on en saura plus, Hugues, selon toi, sur les soucis éventuels des Chiefs, ou est-ce que justement c'est peut-être à ce moment-là que la machine va vraiment se mettre en marche à 100%? Parce que c'est quand même des grosses adversités. T'as les Dolphins, t'as les Eagles, ça reste quand même plutôt important. Alors déjà, moi je retiendrai juste avant les 2 matchs Chargers-Broncos, deux adversaires de division. Sachant que si on s'en sort bien sur ces matchs-là, on pourra quasiment considérer que la division sera acquise, presque, sauf grosses blessures ou des illusions par la suite. Sauf Titans 2022. Donc voilà, on aura ce côté-là au moins de régler. Et après, c'est sûr que Dolphins, gros test. Et puis, après les Dolphins, on est en bye week. Et on sait les résultats d'Andy Reid après la bye week qui sont souvent bons, voire très, très, très bons. Donc voilà, on sera les batteries pleines pour jouer les Eagles. Et là, on aura vraiment un véritable test sur et notre attaque et notre défense. Et on verra si justement toutes les recherches qui ont été faites ou les défauts à combler ou les choses à travailler auront été faites et voir si ça se retranscrira sur le terrain. Oui, tout à fait. Et ce sera la semaine avant Thanksgiving, je crois, le match contre les Eagles. Ça va être intéressant. Est-ce que toi, Seb, ces 4 matchs qui, à ton avis, vont marquer un tournant dans cette saison pour les Chiefs? Ils vont être testés. C'est sûr et certain. Moi, je suis absolument d'accord avec Hugues. Ils vont être testés sur ces 4 matchs et même dès ce week-end contre les Chargers. Et puis après la bye week, il y a aussi Buffalo qui les attend en week 14. Et il y a un petit doublé en fin de championnat, Cincinnati, puis à nouveau les Chargers, qui va être sympathique. Mais effectivement, on sait toujours comment ça se passe avec les Chiefs en sortie de bye week. Mais voilà, là, les 4 semaines qui viennent, elles vont être intéressantes pour voir la véritable physionomie de cette équipe. Je me fais pas trop de soucis tout de même dans l'ensemble, mais c'est effectivement Philadelphie en week 11, ça va être à suivre. T'as oublié de parler du match contre les Patriots, c'est volontaire ou... Il y aura un match? Il y aura un match. Non, parce qu'enfin, attention, Seb, chaque semaine, un match n'est jamais gagné. On est sur la NFL, et même si on peut dire il y en a une qui est au fond du trou, une surprise est si vite arrivée. Hein. On salue nos amis fans des Patriots, d'ailleurs, au passage. On leur souhaite bien du courage. Puis on compatit surtout. Oui, bien sûr, il faut dire une surprise est toujours possible, mais admets-le, Bertrand, sur le papier. Ah oui, non mais là on parle, nous, justement, en tant que faisant un constat et ce qui pourrait se passer. Mais combien de fois, à la fin de nos previews, on se dit, tiens,
telle équipe a perdu, on s'y attendait pas. Le nombre de fois où ça arrivait, il y a qu'à voir les résultats au concours de pronos. Hein. Voilà. Voilà. Puis, attends, j'ajoute un truc, Bertrand. Me mêle pas à ça. C'est Flav qui a posé la question, je te rappelle. C'est Flav là, qui a voulu remuer le fond du tonneau. J'y suis pour rien, moi, dans votre histoire. Moi, par contre, je vais être beaucoup plus directif par rapport à ce qu'on vient de dire. Oui, ils vont être testés là. Parce que je ne vais pas être méchant, mais quand on voit le début de saison, ils ont joué quand même les Bears, les Jets, les Vikings et les Broncos. Les Bears, on sait, on va pas se mentir, alors qu'ils aient 41-10. Et si vous ne savez pas, on a fait un podcast, n'hésitez pas à le réécouter. Voilà. Et les Jets, bon, on sait, encore c'était 23-20 accroché avec un Zach Wilson en vrac, où on sait sa production et ce qu'il peut faire. Les Vikings, qui sont l'une des équipes NFC les plus spectaculaires, mais en plus, bon, ils avaient Justin Jefferson, mais en soi, ils sont quand même un bilan déplorable. Ils ont une défense en carton, donc inévitablement, on espérait bien qu'ils le gagnent aussi. Ça a été juste aussi. Et les Broncos, j'en parle même pas. Donc, au final, les Broncos, on se demande quand est-ce qu'ils vont regagner contre les Chiefs. En fait, c'est ça le jeu. C'est ça. Ils ont perdu contre Détroit, qui est une très bonne équipe. Bon, c'était le premier match, première semaine. C'était juste, comme a dit Hugues, bon, c'était un pick six, ok, mais c'est quand même perdu. Et c'est face à une équipe qui est très en forme en NFC. Donc, qu'ils aient perdu encore à la rigueur. Et Jacksonville, ça a été plus serré. On voit que Jacksonville est quand même une très bonne équipe au niveau de la défense, jeune mais bien équilibrée. Et bon, une attaque qui tourne relativement bien. Après, de toute façon, il y aura le jeu des absences dans toutes les franchises, surtout au niveau QB. On a vu, il y a une petite hécatombe là cette semaine de certains QB qui seront peut-être là, pas là ou encore là, on verra bien. Mais là, ils vont être testés. Là, ça va commencer à causer sur les matchs qui vont venir. Et là, on va savoir si justement, Hugues, ça va lui faire plaisir ce que je vais dire là, si les Chiefs vont nous faire fermer notre bouche ou si, entre guillemets, les incertitudes ou les inquiétudes qu'on pouvait avoir, elles sont fondées. Nous, on n'a absolument rien dit, hein. C'est toi qui as dit. Une question projection, les amis. Projection, à quelle place finiront les Chiefs à la fin de la saison régulière en AFC? Je vais finir par Hugues cette fois. Seb. En effet, bon, la tête de poule, moi, sauf accident, une fois de plus, la tête de division, moi, elle me semble promise. Après, à quelle place avec tu vois, c'est un petit peu difficile à savoir entre des Dolphins dont on se demande si. Ben oui, mais je sais bien que si c'était facile, c'est pas à moi que tu demanderais. Entre des Dolphins dont on se demande s'ils vont tenir la distance et surtout le rythme avec leur attaque infernale, des Ravens qui sont un petit peu irréguliers, des Jaguars qui ont l'air de monter en puissance. La première place de l'AFC, elle est acquise pour personne, de toute façon. Mais ça me semble quand même évident que, sauf accident, c'est une équipe qui doit être top 3. Non, mais je t'ai pas demandé si elle allait être top 3, je t'ai demandé la place. 1, 2 ou 3? Tu me demandes la place? Allez, je te dis 3. 3. Je te dis 3. Bertrand. 1, malgré tout. Allez. À part s'il y a gros incident industriel sur les matchs à venir. First seed pour les Chiefs. Hugues. Ah, on t'entend plus. Alors, deux en étant pessimiste et un en étant optimiste, sachant que voilà, ça va dépendre de nous, mais aussi des autres. Parce que voilà, les Dolphins, voilà, ils ont écrasé les Broncos, mais après, ils se sont fait taire derrière par les Bills. Les Bills, des fois, ça peut être un peu sur courant alternatif. Nous, on a besoin de répondre à certaines questions aussi. Donc voilà, ça va pas être simple. Comme l'an dernier, le calendrier n'était pas simple. Il n'y a aucun match qui est gagné d'avance. Quand on regarde, nous, la saison dernière, on gagne les Broncos 2 fois de 4 points, où on se fait vite remonter sur la fin. Il y avait les Houston qui avaient un bilan bien dégueu. Je crois qu'ils étaient à 1-12 et puis on gagne là-bas en overtime. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de fait, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'équipes qui veulent le scalp du champion en titre. Donc voilà, ça va dépendre de nous, mais voilà. En face, voilà, Dolphins, Bills, comment ça va se gérer sur le reste de la saison, sachant qu'après, les Bills aiment bien être champions de la saison régulière et puis disparaître après les playoffs.
et puis voir si les Bengals vont se réveiller et ce qu'ils vont venir dans le rang ou pas. Donc voilà, c'est dur à dire. La 1, c'est possible, mais la 2, ça me semble très bien aussi. Allez, alors on va résumer: top 3 pour Seb, top 2 pour Hugues et top 1 pour Bertrand. Voilà. En résumé. Oui, parce que c'est le coaching, c'est leur coaching l'équilibre dans le coaching qui va faire permettre ça. Comme a très bien dit Hugues, les Dolphins, il y a toujours le petit déséquilibre quelque part qui fait que, les Bills, le petit déséquilibre dans ça qui fait que, tu vois, il y a toujours oui mais. Chez les Chiefs, c'est rare qu'il y aura du oui mais, sauf si, comme on en a parlé, il y a des éléments qui font que tout ça, la mayonnaise prend pas, ou ces histoires de receveurs ou de Kelsey dépendance, et les 4 matchs qui sont à venir très importants, et là on va pouvoir remettre en cause, ça c'est sûr. Oui, il peut toujours y avoir une blessure, mais évidemment ça on ne peut pas jamais le deviner, donc malheureusement ça peut tomber sur tout un chacun. Vous avez la chance d'avoir Andy Reid. Dernière question, les amis, avant qu'on détaille le programme de la 7e semaine de compétition. On a dit qu'ils allaient donc se qualifier pour les playoffs. La question suivante, c'est: vont-ils conserver leur titre de champion? C'est très difficile en NFL de garder un titre de champion. Est-ce que, Bertrand, tu vois les Chiefs retourner au Super Bowl et gagner au Super Bowl à Las Vegas? Retourner au Super Bowl, oui. Cette saison, moi je parle, pas dans 10 ans. Oui, cette saison. Retourner au Super Bowl, oui, parce qu'ils en sont tout à fait capables, ils ont l'expérience, ils ont le coaching, on va pas répéter tout ce qu'on a dit dans l'émission, et s'ils arrivent à résoudre les quelques points qu'on a discuté ensemble, le gagner, si les Niners se sont armés et n'ont pas de blessures un tant soit peu malvenues qui sont au complet, je pense qu'il risque de le perdre, mais bon, c'est un match, c'est le Super Bowl, il peut se passer tellement de choses, voilà. Et je dirais que les 49ers, armés au complet, peuvent le gagner peut-être cette année, oui. Vous voulez qu'on fasse rallye Seb ou pas? On va parler des finalistes. Bah vas-y, t'adores ça me faire râler. Alors, en finale du Super Bowl, je rigole, je plaisante. Hop, qu'est-ce que t'as dit? Je plaisante, c'était juste pour le faire râler. Qu'est-ce que t'as dit là? Oh là là. J'aime bien le faire râler. Au Super Bowl, les Chiefs ou pas? Oui, enfin je veux dire par là, c'est pas exclu, c'est quand même ceux qui paraissent. C'est quand même ceux qui paraissent le mieux placés côté AFC. Je dirais que leurs pires adversaires, c'est peut-être eux-mêmes. Hein. C'est peut-être ces petites lacunes qu'on a évoquées. C'est peut-être eux-mêmes. C'est peut-être Miami, voilà. Mais ouais, au Super Bowl, moi, ça me paraît absolument pas une hypothèse. Une fois de plus, si leur version du blues post-Super Bowl, c'est d'être 5-1 à la 6e journée, voilà, pas de problème. Qu'il continue. Et il le gagne ou pas? Bah, c'est très bien que c'est San Francisco qui sera en face et qu'il est impossible éthiquement que je te dise que Kansas City a gagné ça à San Francisco. Voilà, je suis désolé, c'est le fan aveugle et borné qui va parler. Non, je plaisante bien sûr. On va faire un live preview Super Bowl quand ce sera 49ers Chiefs avec Hugues et Seb. Ah, ça a saigné. C'est pas les Giants qui vont au Super Bowl cette année? Ah mince. Bon, Bertrand, tu sors. Non, là, 2 ans d'interdiction de podcast pour Bertrand pour cette vanne. Voilà. On le traîne à la fin de la saison. Là, c'est plus possible, chef. On peut pas garder ça. Non, plus sérieusement, une fois de plus, une finale, c'est un match. Sur un match sec, il peut se passer n'importe quoi. On a vu plein de choses improbables se produire. Donc, je garderai une attitude neutre, voire même de lâche, en l'occurrence, sur le sujet. Est-ce que je suis une très mauvaise Madame Irma? Et Hugues, toi, Chiefs au Super Bowl, les vainqueurs du Super Bowl? Alors, comme tu l'as dit, le back-to-back, on sait que c'est extrêmement difficile. On a eu l'occasion d'y retourner, on n'a pas réussi à le gagner une deuxième année de suite. Donc oui, sur le papier, j'ai envie de te dire oui. Quel fan des Chiefs ne mettrait pas son équipe au Super Bowl, sachant qu'après Mahomes, il a 5 finales de conférence consécutives. Enfin, toutes les années auxquelles il a participé, il était en finale de conférence. Après, si on va au Super Bowl, après en face, que ce soit Philly ou les 49ers, ce sera quand même un gros.
peut-être. Ça sera sûrement, dans tous les cas, un gros client en face, même si on a un peu plus tendance à dire que l'AFC est quand même au-dessus de la NFC. Enfin, quand on voit que les 49ers et Philadelphie, c'est quand même très costaud. Et là, par contre, même contre Philly ou San Francisco, sur un match bien malin qui peut dire qui remportera le match, parce qu'un match, ça peut jouer sur tellement de choses. Est-ce que les équipes seront au complet? Est-ce qu'il y aura des blessés? Enfin voilà, là-dessus, on ne saurait absolument pas prédire ce qui pourrait se passer. Mais oui, on peut aller au Super Bowl après le remporter. C'est une chance sur deux, quoi. C'est difficile à dire. François, moi, ce que je voulais terminer là-dessus pour Hugues et la communauté de French Chiefs, c'est que le ressenti qu'on a vis-à-vis de la communauté, c'est qu'aussi c'est un peu comment on appelle ça? Je vais dire le syndrome aussi de votre côté, et c'est pour ça qu'on peut pas qu'il y ait justement de mal donne, mais le sentiment aussi que éventuellement la critique n'est plus entre guillemets, est moins possible du fait de la position des Chiefs. Que l'on dise, par exemple, ils ont peut-être plus de problèmes, ou ils ont le corps de receveurs qui apporteront moins ou autre. Du fait qu'il y ait eu le caviar pendant X années, là c'est un peu plus compliqué de dire que vous pouvez être dans une mauvaise passe. Attention, hein, c'est pas une critique que je dis, hein, c'est le ressenti global. Je pense aussi qu'il faut savoir se dire aussi, éventuellement, il pourrait se passer ça. Et si nous, on le pense, et si les insiders américains abordent le sujet aussi dans leurs émissions, je parle des sérieuses, hein, je ne te parle pas de ceux qui veulent faire entre guillemets, du sensationnel en disant les Chiefs sont des... Voilà, pour X raisons, les Chiefs sont plus mauvais pour ceci ou pour cela. Vraiment les sérieux, s'ils en parlent, c'est qu'on ressent quand même qu'il y a quelque chose. Et je pense que la critique devrait être entendue de la part des Chiefs, parce que c'est justement ce qui fera aussi que ça fera moins mal si justement vous descendez de votre piédestal, quoi. Après, est-ce qu'on n'est pas plus critique envers les Chiefs aussi parce qu'on sait précisément ce dont ils sont capables. C'est ça le truc aussi, c'est que quand ils nous ont habitués à tellement à ce côté, et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi, ce côté rouleau compresseur qu'il ne semble pas avoir cette année, mais Hugues l'a très justement rappelé en début d'émission. Il faut se rappeler des débuts de saison des saisons précédentes qui ne sont pas toujours en rouleau compresseur. Est-ce que c'est pas simplement un diesel qui va rouler sur tout le monde arrivé le mois de janvier quand ça comptera vraiment, si j'ose dire? Est-ce qu'on n'est pas aussi plus critique en se disant, tu vois, quand Patrick Mahomes va faire un match moyen, ce qui arrive à tout le monde, hein, on soit bien d'accord, est-ce que est-ce que c'est pas tout de suite amplifié en se disant il y a un problème chez les Chiefs, alors que pour un autre quarterback on se dirait juste voilà, il a fait un match moyen, bon voilà, ça s'arrête là. Tu vois, est-ce que le caviar auquel ils nous ont habitués ne fait pas que quand c'est juste du très bon foie gras, on finit par être plus critique, quoi. C'est possible. Je ne sais pas. Après, oui, bien sûr, la critique, on l'entend. Hein, après, si c'est les mêmes insiders qui ne nous voyaient pas aller en playoff l'année dernière, au final, on sweep la division 6-0 contre les adversaires. Voilà, ça, on n'en parle pas de cela. On n'en parle pas, Hugues. On parle sérieusement. Bien sûr. De sérieux, moi. Après, voilà, tous les débuts de saison des Chiefs ont été plutôt poussifs. Il y a 2 ans, quand on perd contre les Bengals en finale de conférence, on a un bilan qui est négatif au début de saison. Et au fait, on renverse la vapeur et on fait monter la vapeur tout au long du reste de la saison pour arriver à fond sur les playoffs. Et au fait, moi, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça, que le début de saison est plutôt poussif, qu'on teste des jeux. Et c'est pas que la critique n'est pas entendable, mais c'est, voilà, avec le recul sur les Chiefs depuis 5 ans, je veux dire, c'est des choses qu'on aurait pu dire tous les ans, puis au final, on a eu des résultats. Donc, c'est plus ce côté-là, au fait. C'est pas qui m'embête, ça me fait pas grand-chose. Mais voilà, c'est plutôt pour ça qu'on a je vous dis que, pour moi, la critique, on l'entend, mais on aurait pu la faire sur toutes les autres saisons. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des saisons où, ça se trouve, il y a des saisons où on l'a fait et qu'on se souvient même plus, parce qu'une fois que quand ça s'est mis en route, si ça se trouve, tu vois, si on reprend des émissions d'il y a 1 an, peut-être qu'on avait fait un sujet avec des critiques qui étaient peut-être similaires. Hein, c'est pas impossible. Je me souviens pas de tout ce qu'on a dit comme bêtises. Ce serait trop long, ce serait trop difficile.
Je me souviens pas de tout. Mais c'est vrai que les Chiefs, voilà, t'as raison. Et c'est quelque chose dont, et après je te redonne la parole tout de suite, Bertrand. C'est Non, quelque chose aussi qu'il y a eu dans cette interrogation, dans ce post des réseaux sociaux, c'est que beaucoup disaient c'est moyen, c'est pas terrible, à part le bilan. Hein. Sur le fond de jeu, c'est poussif, c'est machin, mais on n'est pas inquiet. Mais il n'y a pas d'inquiétude, mais on n'est pas inquiet. Et c'est quelque chose qui est revenu sur les 11 ou 12 réponses qu'on a eues, qui est revenu au moins 7 ou 8 fois, c'est pas d'inquiétude parce que les Chiefs, c'est comme ça, quoi. Oui, ce que je vais te dire, ça rejoint un peu ce que tu dis dans l'effet poussif. Si je prends juste dans le détail un fait de jeu, c'est que là, par exemple, sur le dernier match, on va prendre le dernier match, parce qu'il faut prendre un exemple, ils sont sur 4 sur 13 sur troisième tentative. Tu vois, 4 sur 13 sur troisième tentative. Donc, on voit bien qu'il y a cet élément décisif qui manque. Alors, peut-être pas sur tout, peut-être que ça se corrigera, mais c'est ça aussi qui a mis le doigt sur ces poussifs. Tu vois, c'est voilà, 1 sur 5 en red zone hein, sur ce match-là. Donc, c'est poussif. Et ce poussif, attention, parce que ça a été contre des équipes qui étaient un petit peu plus abordables. On Ouais, mais verra ce est-ce qu'ils poussif vont, sur est-ce les qu'ils, 4 prochains matchs. peut-être, et c'est là qu'on en revient à ces fameux 4 prochains matchs. Est-ce que c'est là qu'on va voir si en fait ils sont capables d'élever leur niveau de jeu? Est-ce qu'ils jouaient pas simplement au niveau de l'adversaire, quoi, sans se dire, il n'y a pas besoin de mettre 60 points, comme les Dolphins sont fait, hein, mettre 70 points contre les Broncos pour perdre contre les Bills la semaine suivante, quoi. Ah, À la rigueur, on va vaut mieux éviter de être faire faible contre les faibles, vaut mieux être faible contre les faibles ouais. et fort contre les forts, hein. Ouais, on va vite être mis au parfum. Maintenant, s'ils sont capables de mettre 70 points, les Chiefs, j'ai hâte de le voir. Oui. Mais est-ce vraiment souhaitable? Ça, c'est telle est la question. C'est le On problème. verra bien. On verra bien. En tout cas, on fait comme d'habitude le récapitulatif et plutôt la présentation du programme de cette 7e semaine de compétition. 6 équipes sont au repos. Les Bengals, les Cowboys, les Jets, les Panthers, les Texans et les Titans seront tous à la maison, chez eux. Bon, pour certains, c'est un peu toutes les semaines qu'ils sont chez eux et qu'ils ont oublié de sortir sur le terrain. Les équipes qui joueront, ils seront elles sur le terrain. Ça commence dès vendredi à 2h15 du matin avec les Saints de la Nouvelle-Orléans qui reçoivent les Jaguars de Jacksonville, un match où il devrait y avoir Trevor Lawrence, logiquement. Il est plutôt optimiste sur sa participation. À 19h dimanche, le fameux Red Zone avec les Ravens de Baltimore qui reçoivent les Lions de Détroit, les Bears de Chicago dans un choc au sommet face aux Raiders de Las Vegas. En plus, sans Justin Fields et probablement sans Jimmy Garoppolo. Alors là, on atteint des sommets offensifs, je vous le dis. Les Colts d'Indianapolis qui vont recevoir les Browns de Cleveland, les Patriots contre les Bills, les Giants contre les Commanders dans un duel de NFC Est, et les Buccaneers face aux Falcons dans un duel d'NFC Sud. Ce sera le match qui sera à vivre sur 6 plays en intégralité. À 22h, les Rams de Los Angeles qui affronteront les Steelers de Pittsburgh, les Seahawks face aux Cardinals, les Broncos face aux Packers et les Chiefs de Los Angeles. Les Chiefs de Los Angeles, oh là là, les Chiefs de Kansas City qui recevront les Chargers de Los Angeles. Et ce sera le match à vivre en intégralité sur beIN Sport. Le lundi 23 octobre à 2h20, les Eagles de Philadelphie recevront les Dolphins de Miami. Sans doute l'un des chocs de cette 7e semaine. Et à 2h15, mardi, les Vikings du Minnesota recevront les 49ers de San Francisco. Voilà pour le programme complet de cette 7e semaine de compétition qui commence donc par les Saints et qui se termine par les 49ers. C'est-il pas beau, ça, on sait. C'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est splendide. Hein. Sachant que le Chiefs Chargers promet, je pense, hein, parce qu'il y a Ah ouais, toujours, que je voyais, il y a toujours pas mal de points dans ce match-là. Donc, ça va être j'ai sympa. hâte. Ça va être sympa et ce sera donc à suivre en intégralité chez nos amis de beIN Sport. Ça doit être beIN Sport 2, si je dis pas de bêtises, pour la chaîne exacte. Merci beaucoup Seb, merci Bertrand. Je rappelle que vous retrouvez aussi à 17h30 dimanche Yaya avec Seb et avec Bertrand sûrement pour la preview de la Red Zone. Toutes les affiches de la Red Zone qui seront décryptées. C'est à 17h30 sur Twitch, sur YouTube comme d'habitude. Merci beaucoup à Hugues d'avoir été parmi nous. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du podcast auquel tu participes? Alors, le podcast s'appelle How About the Chiefs. Voilà, et vous le retrouverez sur toutes les plateformes de diffusion comme ce podcast-là. N'hésitez pas à aller l'écouter. Encore un grand merci Hugues pour ta sympathie et d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation des équipes de TFA. On se retrouve très vite dès la semaine prochaine
pour de nouvelles aventures pleines de football américain. Salut tout le monde, bonne semaine à tous. Ciao, bye.